la fourgonnette blanche, là où après on fait les tours. Alors, une fois devant le juge, de lourdes charges vous ont été notifiées. Vous vous en souvenez toujours? Oui, c'était aberrant, mais à l'époque, on avait l'habitude. C'était assez commun, voilà, atteinte à la sûreté de l'État ou des choses qui sont un peu disproportionnées, très disproportionnées. On avait l'habitude. Association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, Typique complot contre l'autorité de l'État, acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité de l'État et surtout pour vous, Colline, séjour irrégulier en plus. Oui, effectivement, j'avais pas de contrat de travail à l'époque. Heureusement, ça s'est résolu maintenant. Et donc, ça m'empêchait d'avoir les papiers en règle, la carte d'identité d'étranger, ça m'empêchait. Mais je sais que c'était pas la raison ni de l'emprisonnement ni de l'expulsion. Parce que quand j'ai été après à l'aéroport, on m'a fait bien comprendre que ça n'arrivait pas, en fait, qu'on arrive à cet extrême-là d'expulsion normalement. Donc, c'était la question politique, en fait, qui dérangeait. Et comment aviez-vous réagi face à de telles accusations? Vraiment, à partir de ce moment-là, mon esprit était sur les garçons. J'ai essayé de réfléchir comment faire pour qu'eux, ils ne soient pas envoyés à Arbus parce que vraiment, vous étiez inquiète pour eux? Donc, j'ai essayé de leur faire comprendre qu'on ne se connaissait pas ni les uns ni les autres. Mais à ce moment-là, l'interrogatoire est non contradictoire. Donc, en fait, ils ne t'écoutent même pas. Tu es là devant ton sort, tu n'as plus de pouvoir déjà. Bon, on ne perd jamais tous ses pouvoirs. Mais tu n'as pas le pouvoir de dire ta vérité, non, pas à ce moment-là. Alors, vous l'avez dit, vous avez fait face au redoutable juge d'instruction, c'était le deuxième cabinet, Mamadou Seck. Comment s'est passée cette audience avec Mamadou Seck? Il avait des humeurs très changeantes, c'était souvent l'ironie quand même. Pour lui, un peu de nonchalance, quoi. Bon, il envoyait les gens en prison avec toutes les conséquences que cela comporte, mais d'une manière très nonchalante, comme s'il vendait des beignets ou je sais pas. Après, oui, c'était peut-être une façon d'essayer de nous déstabiliser, voilà, en passant par l'ironie, la nonchalance, mais... Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Bon, on s'est vu plusieurs fois, la première fois... Comment ça s'était passé? Je pense qu'il y a eu la typique question de pourquoi t'engager alors que c'est pas ton pays, mais... Pour discuter après ça rapidement, ça a été évacué et la condamnation est tombée. Oui. Alors, comment Colline a réagi après le mandat de dépôt? Quand il a décidé de vous envoyer en prison, qu'est-ce que vous avez ressenti? Bon, là, c'est foutu, quoi. Là, bon, le stress redescend un peu parce que... Est-ce qu'il a battu? Non. Mais il y a un certain calme parce que le stress de est-ce que j'ai réussi? Exactement, la fin du suspense. J'ai croisé des garçons malins. Je sais pas s'il va bien aujourd'hui, j'espère qu'il va bien. Et je lui ai dit on s'est dit que le premier qui sortait de prison, après il irait voir l'autre. Mais bon, la vie a décidé autrement. Mais vous ne vous attendiez pas à cette sentence, non? Le mandat de dépôt. À ce moment-là de l'histoire, quand même, ça devenait très probable. Après la semaine Au début, l'avocat me rassurait beaucoup, mais au bout d'une semaine, c'est très probable qu'on ne soit pas relâché. On le savait un peu. Oui. Mais après, les autres femmes, par exemple, il y avait des autres détenues aussi ce jour-là, et c'est elle qui était triste. Donc en fait, ce qui était intuitif, c'était la consoler. Et du coup, je ne me suis pas préoccupée de si j'étais triste ou pas, parce qu'il y avait quelqu'un de triste à côté. Donc bon... on relativise. Et après, voilà, tu arrives en prison, là, c'était la nuit totale, je me souviens toujours. Et vous étiez aussi averti par rapport à Mamadou Seck. Dès que vous franchissez le bureau, c'était 99% de chances la d'être réputation, envoyé en prison. C'est ça, exactement. La réputation avait transcendé les murs du palais de justice. Tout le monde savait à quoi s'attendre avec lui. Ouais. C'est le rôle qu'on lui avait donné aussi, peut-être. Que retenez-vous de particulier de cette audience avec le juge Mamadou Seck? C'est plutôt les fois suivantes où c'était vraiment l'ironie totale. Il entrait dans le bureau, il disait Sonko Daibok, comme ça, comme s'il était lui-même un militant. Il jouait, quoi. Bon, c'était étrange vu la tension de ces endroits. Quand on retourne après au tribunal, c'est les moments où le destin se joue un peu. Et lui, bon... égal à lui-même, je ne sais pas. Un jour, il m'a offert un café, mais à part ça...
Et vous n'avez jamais flanché devant lui? Non. Flancher devant lui, non. Non, parce que... Non, il y a la colère quand même qui est là. C'est le sentiment le plus présent avec lui, la colère. Il a tout ce pouvoir et il l'utilise de cette façon-là. Vous l'avez extériorisé ou vous avez pu garder quand même votre calme malgré... Oui, on ne se permet pas dans ces espaces-là de l'exprimer. Ça a été peut-être par une phrase lorsqu'il me dit... il me dit, vous défendez Sonko ou la liberté? Et au début, on ne répond pas parce qu'on voit bien que c'est une provocation. Mais à la fin, on dit, c'est la même chose. Là, voilà, en fait, la fierté, quand même, ne quitte pas. Quand on croit en la cause qu'on défend, en toute situation, il y a cette fierté-là qui est là, qui domine un peu le reste. Et voilà, la colère est là, mais non, on montre de la fierté, mais pas de la colère envers lui, je pense. Quelle a été sa réaction à cette réponse? Vous défendez Sonko ou la liberté? Il avait son petit rire narquois, je ne sais pas comment on dit, mais... Lui, je ne sais pas trop l'empathie. Pourquoi il n'avait pas plus d'empathie avec nous, je ne sais pas. Il était stoïque. Non, un peu méprisant plutôt quand même. Colline, nous sommes le 23 novembre 2023, 6 jours après votre arrestation. Qu'avez-vous ressenti en franchissant le portail de la MAF, la maison d'arrêt pour femmes de Liberté 6? Bon, c'est étrange vraiment d'arriver là-bas dans ces conditions. Mais il y avait le soulagement et je pense qu'il y avait la lune ce soir-là. Ben, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Voilà, l'air. En tout cas, l'air de la nuit, là, je m'en rappelle encore. Quand on traverse la cour, on dit, oula, ça a l'air d'être moins pire que le cachot, que la garde à vue. Ouais. Il y a eu toutes les visites de routine là où j'étais déjà avec la grève de la faim, donc j'étais déjà un peu faible, mais j'ai essayé de le cacher un peu à la visite médicale. Et après, j'ai retrouvé Mathie dans la chambre 2, là où j'étais avec les autres. Mathie Sarnian, ouais, une grande sœur. Pourquoi vous aviez décidé d'observer une grève de la faim? Je pensais que ça... Et non, ça a été le cas. Ça a augmenté un peu la tension. C'est la seule arme qu'il nous reste, un peu, quand on est et les prisonniers politiques le font très souvent. C'est très souvent une arme de revendication. Exactement, oui. Ça augmente un peu la tension. Je pense que ça peut faire... ça aurait pu faire qu'il m'aurait relâché plus tôt que prévu. Donc c'était une sorte de pression. Oui. C'est vraiment la seule arme qui reste. Vous avez tenté d'exercer sur la police. Oui, c'est dans le jeu, je pense. Nous, on n'a plus rien. On n'est plus maître de notre destin. Tout est entre leurs mains. Donc le geste et aussi le courage de dire non, nous on est là et on continue. On veut continuer le combat, qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur, on va continuer. Et ils vous ont quand même proposé à manger. Hein, oui, tout le temps. Ils étaient inquiets. Mais ça m'a arrangé. Je n'avais pas à être là. Donc s'ils n'étaient pas contents de me voir comme ça, il fallait me laisser sortir. C'est ce que je leur disais tout le temps. Et ils répondaient quoi? Non, soit ils rigolaient, soit ils me demandaient pourquoi je comprends Wolof ou des choses. Alors, racontez-nous, Colline, votre première nuit en prison. Comment ça s'est passé? Ce qui me sauve un peu de la tristesse, je pense, de l'arrivante, comme on me dit, c'est le gamin, c'est le petit de 2 ans qui était là. Dans votre chambre? Oui. Et il a couru vers moi. Bon, pour lui, c'était un nouvel ami, quoi. Donc, bon, il ne se posait pas trop de questions, peut-être. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, Emma, notre chef de chambre, était vraiment une belle personne. Elle m'a dit qu'elle avait rêvé qu'il y a un blanc qui est arrivé en prison. Donc ça aussi, ça m'a calmée. Et après, Mathie était au petit soin avec moi. Elle m'a expliqué, elle m'a rassurée. La fée du lendemain, un jour désirable. Ça, c'était pas facile en étant en prison. Donc, je suis reconnaissante. Vous avez pu dormir cette nuit-là? Oui, j'étais épuisée. La garde à vue, c'est épuisant. Là-bas, j'étais les jambes pas... Voilà, dans le paquetage qu'on connaît à la MAF, mais... On a dormi. Et vous étiez toujours aussi en grève de la faim? Oui, je l'ai poursuivi après encore. En tout, ça faisait 9 jours. 9 jours, j'étais un peu affaiblie, ouais. Je ne dormais même plus bien, d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ce séjour carcéral? La solidarité que les prisonniers politiques on avait entre nous, de faire attention le moral des unes des autres, et être à l'affût des moindres nouvelles de l'extérieur.
organiser les communications aussi avec l'extérieur. Bon, elles étaient beaucoup plus douées que moi, hein. C'est presque comme moi qui ne... elles ont vu, quoi, les gardes ont vu quand on a voulu sortir des informations sur... Ouais, des petits ça mots a à valu mon d'autres petit frère. poursuites. Ouais, finalement, je pense que ça a accéléré les choses et ça a aussi participé à que je sorte plus vite. Oui. Mais pour nous, à ce moment-là, on ne calcule pas tellement ça. Vraiment, on sait que notre posture en tant que prisonnier politique, voilà, si on montre qu'on n'est pas du tout abattu, qu'on est encore en train de souhaiter le meilleur pour la lutte et de participer comme on peut, même si c'est moindre, si c'est infime, on sait que ça peut avoir un peu de répercussions à l'extérieur. Et donc, on le fait, en fait. On ne calcule pas tellement là. On est déjà en prison. Bon. Alors, quelle information avez-vous tenté de faire sortir? D'être poursuivi de tentatives? Oui. Communication irrégulière et tout Oui. ça. Ouais, c'était surtout sortie régulière de... Oui, c'est ça. Correspondance. C'était surtout informer des choses qui m'indignaient. La question des diolas, alerter que c'était clairement un mécanisme de division, de tenter de semer le désordre de la part des autorités à ce moment-là. La vérité sur mon arrestation, parce que je ne pouvais pas le faire par téléphone. Et les conditions de détention aussi? Vous en parliez? Surtout, non, moi c'était moins mon combat, mais les filles l'ont beaucoup fait. Mais moi c'était plutôt raconter pourquoi j'avais été arrêtée, parce que j'avais pas pu le faire par téléphone. Comme à chaque fois qu'on ouvrait, si on disait un mot qui était politique, soit elle nous enlevait le téléphone, soit elle nous menaçait. Donc on ne pouvait pas du tout expliquer ça. Donc voilà, expliquer que mon arrestation c'était bien à cause de Pastef, qu'il n'y avait rien de bizarre. Et puis le fait de l'agent de la DGSE française qui avait proclamé que oui, ce serait de toute façon le descendant de Macky Sall qui gagnerait les élections. Publiquement, comment une personne des services secrets français peut s'exprimer de la sorte des mois avant un scrutin étranger, en l'occurrence du Sénégal? Ça me semblait très très choquant. Je voyais là qu'il y aurait peut-être de l'ingérence. Voilà, je voulais au moins alerter sur ça. C'était infime, mais c'est ce qu'on voulait faire à ce moment-là. Voilà, c'était mieux que rien. On imagine que c'était pas facile. Alors, qu'est-ce qui vous a permis de tenir? Parce que dans Mandarga, quand même, en aucun moment vous nous parlez de problème. On n'a pas, en tout cas, perçu une sorte de problème à votre niveau. Comment avez-vous fait pour tenir? Non, en fait, vous n'avez jamais été abattu, par rapport... oui, dépassé par la situation? Si, il y a des moments, il y a les hauts et les bas, mais voilà, les unes les autres, on faisait attention à ne pas tomber dans ça. Et on avait un peu aussi... on essayait d'être un peu exemplaire parce qu'on savait qu'on représentait un peu quelque chose dans la prison même. Donc, on n'avait pas trop de problèmes avec les autres. Peut-être on gardait nos distances avec certaines, avec d'autres on s'entendait bien. Mais on était assez... Voilà, la discipline, c'était quelque chose qu'on on veillait à avoir un peu entre nous. Et moralement, voilà, être là les unes pour les autres. Et en fait, le fait de savoir que c'est pour une cause qui est plus grande que nos petites personnes, ça aussi, ça a aidé. Et à ce moment-là, voilà, le fait que Sonko ne puisse pas être candidat, mais qu'il désigne quelqu'un pour porter le projet, ça nous semblait quelque chose de très ça positif. Ça vous avait soulagé? Oui. On s'était dit, voilà, il a l'humilité de faire ce pas de côté, vraiment pour le projet, pour son peuple. Là, ça nous rassurait, ouais. Qu'est-ce que la nouvelle de son élimination vous a fait quand il a été déclaré, sa candidature a été déclarée irrecevable? Ouf.